La tribune pour le peuple. La communication joue un rôle fondamental en tant que source d'émancipation interpersonnelle. Elle permet aux individus de se connecter, de partager des idées, des émotions et des expériences et d'établir des relations significatives. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Ici votre serviteur Jean-Luc Umbabakani, votre bantou. Je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Niger Ferdinand Judson Paul, qui est distingué Toastmaster, étudiant également en maîtrise en droit à l'Université Laval et dirigeant de l'entreprise LLT. Bonjour Monsieur Niger. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous les internautes. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présent ici ce matin. Bienvenue dans la tribune. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Et pour vous? Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer pendant l'émission d'aujourd'hui? Pas de souci. D'accord, merci. D'entrée, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Merci Jean-Luc. En fait, moi-même, je suis Niger Ferdinand Judson Paul. On dit tout le temps que j'ai une phrase. Moi, j'ai dit Niger. En vrai, j'ai grandi en Haïti. Ok, tu es né en Haïti? Exactement. Voilà. Je suis né, j'ai grandi en Haïti avec ma famille. Avec le temps, j'ai vraiment appris à côtoyer les bancs de l'école. Donc, j'ai fait mes classes primaires et secondaires en Haïti. Ok. J'ai une licence en droit en Haïti. Je suis mémorant en philosophie à l'Université d'État d'Haïti. D'accord. Ensuite, j'ai fait la communication et je le fais encore avec Toastmasters International depuis 2018. Je suis membre de 3 clubs. Okay. Le club Amaryllis, qui est mon club de base. Le club Combit, c'est un club créolophone que j'ai cofondé avec Jean-René Pétion et Chantal Coutard. Et aussi un club anglophone, disons un club bilingue, francophone et anglophone, Worldwide Heritage Specialty Club. Ensuite, je suis devenu Toastmasters International depuis 2018, mais distingué Toastmasters cette année. Donc, pratiquement, j'ai reçu ma plaque de distingué Toastmaster en juin dernier. Par rapport à tout cela, j'ai eu comme passion le droit et la communication. Donc, j'ai voulu à un moment donné faire en sorte que ces 2 disciplines puissent être vraiment le quotidien de Niger. Pour cela, j'ai commencé à participer à plusieurs concours dans mon pays, comme le concours de plaidoirie sur les droits humains en Haïti que j'ai remporté en 2021. Ce dit concours qui m'a permis de participer à un concours international d'éloquence organisé par l'Université Paris 1 Pantin-Sorbonne en France entre mars et mai 2022. D'accord. Ensuite, en matière de formation, j'ai été à Strasbourg pour une formation en droit international pénal et droit international humanitaire avec l'Université de Strasbourg, particulièrement l'Institut international des droits de l'homme. Actuellement, je fais une maîtrise en droit à l'Université Laval et je suis l'actuel lauréat du prix coup de cœur facultaire de la faculté de droit du concours Ma thèse en 180 secondes. D'accord. Et aussi l'actuel lauréat du concours des orateurs francophones organisé par la vitrine internationale des orateurs francophones ici, qui aussi est une entité de Toastmasters International. Pour vraiment couronner le tout, je suis le PDG de Learn Now Together, qui est une firme de consultation instaurée en Haïti en mai 2022, qui est constituée comme étant une organisation qui œuvre en matière de sensibilisation et de formation sur les droits humains, particulièrement avec les jeunes de ma communauté à Delma et d'autres jeunes du pays et aussi à l'international. Donc, en gros, cela met en contact direct tous les Haïtiens qui vivent en Haïti et à l'échelle internationale. Je pense que j'ai donné assez d'informations de Niger. Quelques-unes vont venir après. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un plaisir de me présenter et d'être avec toi. Moi aussi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la communication comme source d'émancipation interpersonnelle. On va parler un peu du rôle de la communication. On va essayer de discuter ensemble. Et
également, tu as un événement bientôt. On va aussi en parler. Et comme tu es haïtien, en tout cas, il y aura 2-3 questions sur la situation en Haïti. Hein. Avec plaisir. D'accord. Alors, tu es Toastmaster. Beaucoup de gens peuvent être profanes en la matière. Explique un peu, c'est qui un Toastmaster? Bon, en fait, ça me ramène à mon rôle de vice-président au recrutement. OK. À Marilis, en fait, Toastmasters International, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis tantôt 99 années, OK. qui est dans plus de 149 pays. C'est une organisation qui a son siège social aux États-Unis. OK. Le but, c'est de former des gens en matière de communication et de leadership. Former, mais c'est surtout de leur aider à s'émanciper. Donc, c'est une organisation qui recrute tout type de personnes. On n'a pas d'exclusion sociale ni de discrimination par rapport à quelqu'un. C'est une organisation à travers laquelle on grandit par la matérialisation et la concrétisation, je dirais, de divers projets. Parce qu'à l'intérieur de Toastmasters International, c'est avec les projets qu'on grandit. C'est-à-dire, on te donne un projet et avec ce projet, tu développes ton art oratoire et ton leadership. Mais ce qui a trait à l'échelle de Toastmasters International, je vais juste faire un petit rappel pour les Toastmasters et aussi donner une information pour les non-Toastmasters. OK. D'abord, moi qui vous parle, je suis un membre et plusieurs membres peuvent constituer un club Toastmaster. Donc, avec 20 membres, on peut avoir un club Toastmaster. Et ceci à partir peu importe de 20 le pays. membres? Ouais. OK. Parce que c'est comme la base pour un club normal, un club de base. Mais si quelqu'un d'autre veut avoir un club par rapport à d'autres qualités de critères, ça, c'est avec Toastmaster qu'on peut le voir. Et après l'échelle, on a membre, club, et après le club, on a secteur. Le secteur, c'est l'ensemble des clubs. Et après, on aura la division, et la division, c'est l'ensemble des secteurs, pour ensuite aller au district, qui est l'ensemble de la division. L'ensemble des divisions, en fait. Mais là, je parle pour vous dire qu'en Haïti, nous n'avons qu'une seule division. Pourtant, il y a d'autres pays qui ont plusieurs divisions. C'est juste pour vous montrer que Toastmasters International, c'est une organisation qui est accessible à tout type de personnes, mais aussi c'est une organisation qui permet à quelqu'un de s'émanciper dans la façon dont il souhaite s'émanciper. Okay. C'est-à-dire, c'est toi qui choisis ton propre cheminement, c'est toi qui choisis ton rythme, c'est toi qui choisis le milieu dans lequel tu veux évoluer. Donc, Toastmaster, il n'y a pas de dictature. C'est toi encore qui constitue ta propre dictature. Donc, en gros, Toastmaster, je réitère mes mots, c'est vraiment un espace d'émancipation, un espace où l'on fait l'art oratoire et où l'on devient vraiment des leaders. D'ailleurs, le slogan de Toastmasters International, c'est « Where leaders are made ». Donc, c'est là où les leaders sont nés, pratiquement. Donc, voilà, c'est tout sur Toastmasters International. Cher peuple, vous et moi, on a compris. C'est quoi Toastmasters International? Alors, revenons à notre sujet. On va commencer par la première question. Une question simple pour moi, mais qui va poser le fondement en tout cas. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste exactement la communication et pourquoi elle est si essentielle dans le domaine de la vie? En vrai, la communication, pour moi, c'est surtout l'art de communiquer, comme elle aime le dire, mais communiquer en soi, c'est surtout l'art de porter un message à quelqu'un d'autre et que quelqu'un en soi nous redonne ce message ou un autre message. Donc, on voit l'interaction. Mais quand on voit communication aussi, il y a divers mots qui viennent à l'idée comme la communion, comme la communauté et le commun. Donc, on n'oserait pas parler de communication sans pourtant parler aux interactions interpersonnelles. Donc là, je veux vraiment mettre le cap sur le fait que pour moi, la communication a un sens vraiment profond et un sens étroit avec l'individu en soi. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Moi, je dirais que mes expériences m'ont montré qu'à travers les types de communication, si je fais une parenthèse, j'aime parler des types de communication parce que
la façon dont j'ai compris l'importance de la communication, ce n'était pas par la communication verbale. Ok, c'était par la communication non verbale? Voilà. Ok. Donc, j'ai compris aussi qu'il y a la communication visuelle, la communication écrite, la communication non verbale et verbale qu'on fait actuellement. Moi-même, en 2016, je crois, j'allais avoir 18 ans. Et quand on va avoir 18 ans, on se sent adulte. On se sent même pas encore jeune. Hein. On se sent... on pense tout connaître. Voilà, c'est ça. Et puis, dans mon pays, d'habitude, les gens ont cette tendance de désobéir à leurs parents pour pouvoir soit désobéir à certaines envies ou bien certains rêves, certains objectifs. Moi-même, à ce stade, j'ai décidé, en fait, de transformer cette opportunité en une expérience en matière de communication. Comment j'ai décidé d'affronter mes parents sans pourtant avoir des objectifs et des rêves à accomplir. Comment tu les as affrontés? Voilà, c'était ça. Tu as manqué du respect à tes parents. Non, voilà, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était pas de leur manquer du respect, mais plutôt de devenir leurs amis. Okay. Donc, j'ai compris en fait que je ne pouvais pas parler. Parce que au sein de la famille, quand tu parles là, c'est comme si tu veux prendre le droit de ton papa. Hein? C'est lui le chef, c'est lui qui parle. Hein? C'est ça, moi-même, j'ai décidé à travers mon comportement d'envoyer d'autres ondes. Okay. Donc, j'ai décidé tout ce que je voulais faire en fait, c'était d'exprimer mes besoins par mon comportement. Donc, si je devais aller à un endroit, je ne le disais pas comme ça à mon papa, mais j'ai décidé d'écrire des petits mémos et de montrer clairement le jour J que je m'habille et que... Comment tu écris ces mémos-là? Tu laisses ça sur la table? Je laisse ça sur la table. Tu expliques que je pars à tel endroit? Ouais, je l'écris par WhatsApp. Okay. Ou bien je laisse un petit mémo quelque part et moi, je ne veux pas vraiment dialoguer avec mon papa. C'était une tendance très difficile parce que lui, il ne comprenait pas. Et à ce moment, c'est comme si lui, il avait senti que je voulais lui annoncer quelque chose parce que j'ai passé près de 2 ans comme ça. Hein. Oh. Ouais, près de 2 ans comme ça. Je pense qu'au bout de 2 ans, il avait compris. Il a compris. Il a compris. Et puis, la communication non verbale m'a permis à travers cette expérience de pouvoir maîtriser mon comportement, de pouvoir regarder les autres aussi agir et de dire voilà comment ça se fait. Parce que moi, depuis tout petit, là, je ne crois pas vraiment quand quelqu'un me dit un truc, mais j'aime quand quelqu'un le fait. Parce qu'à travers les actions, je vois et ressortir les paroles, en fait. Donc, la communication est devenue pour moi le pilier premier de tout ce que je fais dans ma vie. Si je ne peux pas te communiquer par les paroles, je le fais par écrit, je le fais par un visuel, ou bien je le fais tout simplement par mon comportement. Ok. Mais aujourd'hui, les gens rencontrent des défis. Hein. Surtout les gens qui sont timides. Peut-être qu'ils peuvent opter à ce que toi tu as fait là, laisser des mémos, c'est ça? Ben, oui, ils peuvent le faire parce que pour bien vous dire, et toi et les internautes, j'ai eu à être timide et j'aime dire que je suis toujours timide. Là où je parle, les gens ne veulent pas croire, mais je suis toujours timide, sauf que je n'arrive pas vraiment à me mettre dans une situation de stress. Mais comment tu arrives à surmonter cette timidité? Parce que toi, tu communiques et tu communiques très bien. Quand tu as cité ici tout ce que tu as fait, ma thèse en 180 secondes, c'est quelque chose. Tu es devant un jury, tu es devant les gens et tu communiques très bien. Voilà, donc beaucoup de personnes me l'ont posé cette question. Mais je dois d'abord dire qu'en réalité, je ne suis pas quelqu'un qui auparavant voulait affronter les difficultés ou vouloir oser faire quelque chose. J'aimais regarder les gens se faire. Et à un moment, j'ai compris qu'il y a la timidité et le stress. Okay. Le fait d'être timide ne veut pas dire que tu ne peux pas oser faire quelque chose. Le fait d'être timide peut te dire que tu peux vouloir, en ton fort intérieur, te demander si vraiment ça va se réaliser. Parce que tout ce qui nous empêche de faire le truc, c'est le stress qui vient
après la timidité. Moi-même, j'ai décidé en fait d'avoir confiance en moi et d'estimer ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et depuis, la timidité, elle est partie. Donne-nous des exemples. Parle-nous vraiment de ce que toi tu as vécu et comment tu as surmonté cela. Je vais vous donner un exemple simple. Pour les concours que j'ai participé, j'étais toujours timide. OK? Cependant, je sais que le stress existe. La timidité, c'est d'abord de sortir de sa zone de confort et d'accepter la réalité. Donc, j'ai accepté la réalité que je suis dans un concours. Et si je suis dans un concours, il y a deux choses qu'on peut atteindre. Soit gagner ou perdre. OK? Moi, j'ai décidé que je vais me lancer pour gagner le concours. Donc, si je veux gagner un concours, je n'ai pas le droit d'être timide. Donc, à ce stade, la timidité pour moi n'existe plus. Là, maintenant, c'est le stress. Le stress, c'est quand tu es devant le public, tu veux prononcer ton discours et tu veux garder la ligne pour prononcer ce discours. Certaines fois, il y a des autorités qui sont là à te regarder et dans les plaidoiries que tu vas prononcer, c'est contre ces autorités. Et là, on est doublement stressé. C'est ce que moi-même, j'apprends encore à gérer. C'est le stress. Et c'est ce que je veux que les gens se comprennent en réalité. La timidité sera toujours là le moment qu'on se dit non en tant que personne. On veut faire quelque chose, on se dit non, on ne va pas le faire. Ce n'est pas le stress, en fait. C'est la timidité. Parce que le stress, lui, il apparaît au moment même où on doit poser l'action. On ne peut pas se sentir stressé si on n'a pas déjà en tête ou bien on n'est pas au moment même de poser l'action. Par exemple, si je dois organiser quelque chose le 9, c'est un exemple, je ne peux pas me dire déjà je suis stressé. Je peux être timide au fond de moi. Je peux avoir l'impression que cela ne va pas se réaliser. Et là, c'est le fait que je ne crois pas que cela va réaliser qui me rend timide. Donc, pour moi, la timidité, c'est un sentiment intérieur. Pourtant, le stress, ça se dégage, ça se voit. Dès que tu es stressé, on le ressent, on le voit. Pourtant, quelqu'un peut être calme, timide, tu ne remarques rien. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, à travers le concours, j'étais stressé à des moments. J'ai perdu des mots à des moments. Mais ce qui m'a retenu, c'est parce qu'au fond de moi, je sais que je suis là soit pour gagner, soit pour perdre. Et puisque j'avais envie de gagner, donc j'ai combattu la timidité. Mais le stress, lui, il est toujours présent. Même là où je te parle, je suis stressé. Oui, d'ailleurs, bientôt, on va recevoir une psychologue. Elle va nous parler aussi de ça. J'espère que ça sera encore de manière plus approfondie. Ouais. Mais merci en tout cas pour ta réponse. Un plaisir. On va parler de la communication non verbale. Tu as dit que tu laissais des mémos. Ouais. De quelle manière la communication non verbale joue un rôle dans la transmission efficace de messages? Et est-ce que tu as des conseils pour améliorer la communication non verbale, pour que ça soit vraiment plus efficace? Bien, en réalité, je pense que l'idée de la communication non verbale, avant tout, c'est qu'on ne comprend pas souvent qu'on pose ces actions-là. Parce que quand on parle de non verbal, on parle des comportements. Oui. On parle de ce qui n'a aucun rapport avec la parole. Des fois, tu penses que ça n'a pas d'impact, mais ça a un grand impact, en fait. Oui. Moi-même, je vais prendre un cas de figure. Par exemple, si on a un meilleur ami, et lui, il nous souhaite partager des informations. Mais déjà, dans notre façon de le regarder, dans notre façon de s'exprimer de manière comportementale, il va comprendre qu'on n'est pas intéressé. OK? Là, déjà, ça casse le lien qu'on a avec cet ami-là. Et c'est ça que nous, souvent, nous ne comprenons pas. L'idée qu'on croit aux actions, c'est une communication non verbale. OK. Parce que l'idée pour nous de se sentir important par notre famille, notre ami, c'est pas souvent les mots que la personne nous prononce. C'est son comportement. C'est exactement. C'est la façon dont les gens nous traitent. C'est ça la communication non verbale. Donc moi-même, je pense que ça a un impact fort sur chaque relation. Et ça aussi permet à ce que la relation grandisse. Et l'un des exemples que je peux donner,
avec l'histoire que je te racontais là avec mon papa, Ok. c'était vraiment le moment pour lui de venir vers moi et de me poser une question. Qu'est-ce qui va pas? Et puis, je me souviens, je lui ai répondu, en fait, ça ne va pas parce que tu ne prends jamais le temps pour écouter ce que j'ai à dire. Et là, il m'a dit, maintenant, je veux t'écouter. Donc, j'ai changé de style de communication et j'ai appris à utiliser la communication verbale. Donc, certaines fois, les gens aussi, par rapport à leur comportement, on voit quel genre de communication qu'on peut utiliser pour atteindre cette personne. Ok. Donc, si j'allais affronter mon papa avec les paroles, ça n'allait pas marcher. Parce que j'ai mes frères et sœurs qui ont déjà été victimes. Ils ont déjà essayé. Ça n'a Ils pas n'ont marché. pu. Donc, le fait que moi-même, j'ai pu observer mon papa Ok. et voir ses comportements, j'ai pu faire une expérience de la communication non verbale. Ok. Et jusqu'à date, je parle de lui parce qu'il a été l'une des plus belles expériences de communication. Donc, c'est ça en réalité. La communication non verbale, c'est tous les comportements que nous exposons et c'est surtout ce que nous comprenons des autres et que les autres eux-mêmes, ils nous disent vraiment si c'est ça ou non. Parce qu'en fait, il ne faut pas prendre la communication non verbale comme le jugement que nous portons sur les autres, mais plutôt ce que les autres expriment par rapport à leur comportement. Il faut vraiment faire une nuance parce que souvent nous jugeons les autres par rapport à leur comportement sans pourtant leur poser la question pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Pourtant, si quelqu'un le fait à plusieurs reprises, on va vraiment sentir que cette personne est l'une des façons et à travers laquelle qu'elle s'exprime. Et c'est souvent ce problème que beaucoup de personnes, si j'ose faire cette parenthèse, beaucoup de personnes n'ont plus de relations amoureuses. Parce que la situation était critique et elles ne savent pas vraiment comment s'exprimer, comment communiquer. Donc, la communication, je le redis, c'est vraiment l'expression de nos sentiments à travers nos mots, nos comportements, les visuels et les écrits. J'avais d'ailleurs une question concernant les relations amoureuses, ça viendra. Mais là, on parle du contexte professionnel. Il y a une question d'un de nos abonnés qui vient d'intégrer une entreprise, qui vient de commencer sa carrière professionnelle, mais il n'arrive pas à communiquer avec ses collègues. Quel conseil tu as à lui donner? En fait, je crois que l'une des premières choses à faire quand on est comme fondateur d'une entreprise ou bien qu'on dirige une entreprise. Non, lui c'est un employé, il vient d'arriver. C'est un employé. Oui. Donc, en fait, je pense que d'abord, il doit être dans un stade d'évaluation. En fait, dans un stade d'évaluation où lui, il se dit, je vais prendre une semaine ou 2 semaines à regarder les autres, à évaluer leur comportement. À les observer. Exactement. Parce que bien avant, tu ne peux pas vouloir comprendre les gens dès ta première journée. C'est ça. Tu ne peux pas le faire aussi dès une première semaine. Parce que là, il y a la curiosité, il y a la passion de travailler, et les autres eux-mêmes qui étaient déjà là, ils ont cette tendance à te considérer comme inconnu et en même temps comme ami. Donc, il faut faire attention et d'attendre que le temps passe. Mais toi-même, tu dois dégager vraiment la personne que tu es, et ceci avec respect. Okay. Donc, c'est la première chose. Et autre point, ce serait de voir en soi-même quels sont les points faibles que tu as. Regarde les points faibles que tu as et essaie de les diminuer. Et les points forts, tu dois essayer de les consolider. Dès que tu sais qui tu y es toi-même, c'est plus facile pour toi d'accepter les autres comme ils sont en réalité. Okay. Parce que les gens ne sont pas tous pareils, mais peuvent ensemble s'attribuer à une même tâche. Parce que c'est ça vraiment toute la beauté de la divergence. Donc, on est différents, mais on peut accepter les différences et atteindre un seul et même objectif. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de faire une évaluation du terrain, de s'évaluer aussi, et après, de faire une nuance entre l'évaluation qu'on a faite sur le terrain et sa propre évaluation. Et après, on pourra avoir une conclusion. Voilà comment moi, je vais travailler au sein de cette entreprise. Voilà comment moi-même, je veux progresser avec les gens de cette entreprise. Et puis, à la fin, il est important de savoir qu'on n'arrivera jamais, vraiment, je le dis, jamais à être à l'aise avec tout le monde.
il faudra juste avoir l'objectif visé en tête et de bien communiquer pour l'atteindre. Et si ces gens ne veulent pas communiquer avec moi? Si ces gens ne veulent pas communiquer avec toi, Là, même dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours. Hein. moi, je dirais que premièrement, si quelqu'un déjà te montre qu'il ne veut pas communiquer avec toi, ça, c'est déjà une forme de communication. Parce que l'idée de montrer qu'on ne veut pas quelque chose, il y a une raison derrière. Tu cherches la raison et tu t'expliques avec la personne. Parce que le fait de dire oui, on sait pourquoi on dit oui. Le fait qu'on dise non, on sait aussi pourquoi on dit non. Mais le problème, c'est souvent qu'on se statue sur le non sans vraiment aller chercher la raison principale de ce non. C'est comme on dit, tout pourquoi a un parce que. Donc, il faut aller chercher pourquoi moi-même j'ai dit non. Et là, tu demandes une discussion avec la personne ou bien tu fais autrement. Mais l'idée, c'est d'avoir une conversation avec cette personne. Et souvent, même au sein d'une entreprise, si je peux prendre un exemple personnel, ça arrive que le patron ne veut pas collaborer. OK? Pourtant, si vraiment toi-même, tu ne peux pas vouloir et communiquer avec cette personne ou cette personne ne veut pas accepter de communiquer avec toi, tu peux utiliser la communication non verbale. Tu poses une action carrément. Que tu sais qui est contraire à ce que cette personne voudrait que tu poses. Ça va l'inciter à communiquer. Ça va l'inciter à communiquer avec toi et ça va lui donner vraiment la chance de s'expliquer. Soit après l'action, cette personne va venir vers toi ou bien cette personne va vraiment sortir ce qui est à l'intérieur de soi. Ou bien poser un autre acte aussi. Exactement. Et cette action-là que cette personne va poser va vraiment te dire exactement ce qui ne va pas. Parce que souvent, la communication non verbale, c'est aussi une forme de pression. Même dans les débats juridiques, même au sein des tribunaux, la communication non verbale joue un rôle important. Donc, je pense que l'essentiel dans tout, c'est d'apprendre à évaluer et de s'auto-évaluer. D'accord. On va parler des relations amoureuses. Pas de problème. Dire ça. La relation, elle est rose au début et tout va bien, mais ça, c'est une autre question d'un de nos abonnés également. J'ai bien commencé avec ma copine. Ça fait 9 mois que nous sommes ensemble, mais nous avons discuté récemment et à chaque fois qu'on discute, elle s'en va. Donc, elle n'arrive pas à continuer la discussion, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la discussion. Elle s'en va comment? Et il demande de l'aide. Tu viens chez toi, il demande de l'aide. Toi qui es expert. Comment est-ce qu'il peut communiquer avec sa copine facilement? Comment un peu ravitailler cet amour au moyen de la communication? Déjà, dès qu'on parle de relations amoureuses, on va se dire, est-ce que les deux personnes s'aiment? Si les deux personnes s'aiment, s'ils ont fait 9 mois ensemble, c'est qu'ils s'aiment. On ne peut pas supporter quelqu'un pendant 9 mois. Voilà. Déjà, la certitude, c'est que ces deux personnes-là sont amoureuses l'un et l'autre. Mais l'idée des discussions dans une relation, d'habitude, je ne sais pas si c'est mes expériences qui m'aident à parler, mais d'habitude, les femmes, elles aiment que les hommes les écoutent. Elles n'aiment pas que c'est elles qui écoutent souvent les hommes. Dans quel sens? Tu discutes avec ta copine. Premièrement, c'est de savoir qui a lancé la discussion. Et en quoi la discussion va être utile à ta copine d'abord. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu dois choisir un sujet, premièrement, déjà, il faut te dire est-ce que cette personne a eu l'habitude de discuter, de se prononcer sur des sujets. Est-ce qu'elle aime les débats? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et après, il faudrait choisir un sujet qui l'intéresse, premièrement. Choisir un sujet qui va permettre à ce qu'elle s'exprime, à ce qu'elle partage ce qu'elle ressent d'abord. Et après, c'est elle qui va te dire, toi-même, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens en vrai? Mais si tu attends à ce que la personne soit juste comme un outil de débat, elle ne le sera jamais.
Si quelqu'un n'aime pas débattre sur des sujets, tu lui donnes un sujet qui la concerne. Un sujet qui va la permettre de s'exprimer et de faire ressortir ses profondes inspirations. Un exemple simple, ma relation, c'est un peu compliqué de prendre des discussions politiques parce que je sais qu'elle n'aime pas la politique. Alors, je parle d'autre chose avec elle. Je peux lui demander, mais comment toi-même tu penses que tu pourrais poser une action pour aider une amie, pour aider ta famille, pour aider tes amis? Et là, elle commence à s'exprimer. Elle se sent utile non seulement dans la conversation, mais aussi elle se sent utile pour la population. OK. Et sans se rendre compte, elle va rentrer dans la politique. Tu vois? Donc déjà, tu lui mets dans la base, dans une situation qui la rend bien, qui la rend utile, et ensuite, on va vers le général. Il ne faut pas souvent sortir du général pour particulariser la chose. D'ailleurs, c'est ça qui cause beaucoup de conflits dans les discussions. Par exemple, on parle de l'amour, pourtant il y a quelqu'un qui souffre vraiment et de cette situation-là dont nous parlons. D'abord, il faut oser prendre des sujets qui concernent particulièrement la personne et être assez patient pour attendre que la personne soit libre et disposée pour discuter d'autres sujets. L'amour en soi aussi, ça demande beaucoup de patience. Ouais, et aujourd'hui, les malentendus sont fréquents dans la communication aussi. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour éviter ou résoudre ce malentendu-là de manière constructive? Ben, je pense que premièrement... On est toujours dans l'exemple de la relation amoureuse. Je pense que la première chose, c'est de se dire dans cette relation d'abord qu'il y aura des conflits. Okay. Parce que les gens, ils ont peur. C'est préparé au pire. Exactement. Ils ont peur des conflits. C'est comme la relation doit être toujours rose. Voilà, on est toujours content, joyeux, non. C'est ce qu'on aime, non? C'est ça. Et de voir la relation comme une construction. OK. D'abord, c'est ça. Voir la relation comme une construction et accepter que les défis, les conflits sont vraiment des étapes de construction de cette relation. Et après, de voir que la personne a ses faiblesses comme ses forces. Tu es bon en débat, la personne n'est pas obligée d'être comme toi. Oui. OK, c'est ça. Et après, comme point 4, je dirais que c'est d'apprendre à trouver les bons moments pour discuter. Souvent, on n'a pas envie de faire ça. Et on s'exprime clairement qu'on n'a pas envie. Mais question de sympathiser, on se dit, voilà, on est obligé de le faire. Une relation dans laquelle où tu te sens obligé de faire quelque chose à chaque fois, tu vas te sentir mal à l'aise à un moment de la durée. Donc, il faut accepter que la personne a ses faiblesses et de s'accrocher aux forces de cette personne. Et ensuite, l'un des points importants, c'est souvent de mettre des variétés dans cette relation. Il y a diverses manières qu'on peut discuter avec quelqu'un. Si tu veux vraiment faire un débat avec la personne, tu vois que derrière le téléphone, ça sonne faux. Tu l'invites. Tu invites ta copine à boire un verre. Tu invites ta copine à faire une balade, à faire une visite à la ville de Québec. Tu l'invites et pendant que vous êtes sur la route, vous discutez. Et ça sent beaucoup plus amoureux. Hein? Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus de vraies conversations. Hein. C'est ça. On n'est plus sur WhatsApp et autres. Donc, tout ça, ça cache aussi l'état premier de la personne. Parce que je dois vous dire très sincèrement, derrière le téléphone, on réfléchit avant d'envoyer un message. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas écrire dans leur relation amoureuse. Elles aiment t'appeler directement. Elles aiment sentir le rapprochement direct. Donc, pour avoir une meilleure communication, on doit vivre avec cette personne. Et vivre avec cette personne, c'est avoir un impact direct sur cette personne et avec cette personne. Moi, par exemple, en tout cas, je ne parle pas des relations amoureuses, mais dans la vie quotidienne, je préfère les appels que les textos. Voilà. Et les gens ne me comprennent pas, souvent. Les gens me disent, mais pourquoi tu n'écris pas? Moi, je dis, je ne suis pas habitué. Moi, je préfère les appels ou soit rencontrer directement la personne et discuter. Voilà. Donc, ça sonne vrai et on a moins de difficultés. Je dirais moins de difficultés à mentir, en fait. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu poses une question, comment tu vas? Tout le monde répond, ça va.
Mais au fur et à mesure que vous discutez au téléphone ou vous vous rencontrez, tu remarques que ça ne va pas deux fois. Exactement. Ouais. Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, les réseaux sociaux, comment pouvons-nous maintenir des connexions humaines authentiques et significatives? C'est très difficile. Parce que tout le monde Parce que tu as déjà commencé à parler de ça, Ouais. rencontrer la personne et discuter de manière franche. Mais je dirais que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les réseaux sociaux nous remplacent. Alors qu'en réalité, ça ne va jamais nous remplacer. Moi, je pense que les réseaux sociaux, d'ailleurs, nous éloignent. Exactement. Ouais. Ça nous éloigne et ça nous permet aussi d'être moins vrai de jour en jour. Je pense que la première chose, c'est d'accepter que la relation qu'on a, c'est une relation que deux personnes d'abord ont construit. Et ces deux personnes sont vraiment des gens qui sont dotés de sensibilité. Voilà. On n'est pas des robots. C'est ça. Donc, il faut accepter au moins par jour, j'aime le dire, par jour pour les gens qui sont dans une relation amoureuse et par semaine surtout pour les amis. Ok. Parce que la distance, ça crée beaucoup de conflits, même quand on ne le veut pas. Parce que ça donne à une personne le droit de juger notre comportement, de juger nos réactions. Déjà, à la base, la première chose, c'est d'apprendre vraiment à téléphoner la personne pour lui parler. Au moins 2-3 minutes, lui demander comment ça va, comment ça se passe, comment vont tes activités. C'est mieux que si tu fais 30 minutes, 40 minutes à écrire avec quelqu'un. Autre chose, c'est d'apprendre à apprécier la personne dans son présent. Par exemple, la personne vit à, je dirais, un exemple assez simple, à 400 km. On prend ça comme exemple. Mais tu as des difficultés, tu ne peux pas vite la voir physiquement. Tu peux décider d'envoyer un petit cadeau. Un petit cadeau surprise. Ça régénère la relation. Aujourd'hui, nous, là, on envoie des cadeaux seulement le jour de l'anniversaire. Hein. C'est ça. Ou bien à midi ou vers 6 heures de l'après-midi, tu l'écris. « Hey, j'ai pensé à toi. Comment ça va? » Ça va rendre cette personne, je dirais, bien en réalité. Et autre chose, tu peux décider de visiter cette personne. Tu lui dis, samedi prochain, je viens chez toi. Tu n'es pas obligé d'avoir un objectif à atteindre. Parce que l'idée, c'est de rester connecté avec la chaleur humaine. De maintenir cette relation. Exactement. Et surtout dans les relations amoureuses, c'est comme... Bon, ça, c'est ma parenthèse parce que moi-même, j'ai aussi vécu une relation où je me sentais... Parle de ton expérience. J'ai aussi vécu une relation où je me sentais comme un robot. C'est comme si j'étais comme un objet, en fait, dans cette relation. C'est dans le sens que tout le temps, on parle des mêmes choses et on ne fait aucun effort pour grandir dans cette relation. Ça, déjà, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, il faut s'en débarrasser. Ok. Donc, pour ne pas s'en débarrasser, il faut cultiver des variétés au sein de cette relation. D'accord. En tout cas, j'ai plein de questions, mais je ne vais pas aller te poser trop de questions parce qu'on doit aussi parler de ton événement. Okay. Le 9 septembre 2023. En tout cas, pour ceux qui ont encore des questions, il faut assister à cet événement. Ouais. Le 9 septembre 2023, il y aura un spectacle de lancement d'orateurs professionnels. Le discours. Parle-nous de ce spectacle. En fait, le 9 septembre 2023... Ouais. Qui déjà, tu vois, là, me rend un peu timide. Parce qu'en réalité, ce sera une grande aventure pour moi. Ok. Ce sera un moment où je vais vous présenter le projet Le Discours. Le Discours, c'est quoi? C'est un projet qui consiste vraiment à me permettre de prononcer des discours de long format. Quand je parle de long format, c'est des discours de minimum 30 minutes, maximum 1 heure. Donc, c'est des discours à la nation ou bien? Tu fais l'état de la nation. Comme on est ici à la tribune pour le peuple. Tu fais t'adresser au peuple. Voilà. Mais en réalité, c'est des discours sur des sujets sociaux, mais en vrai qui apportent des solutions juridiques. D'accord. Et qu'on va concrétiser ces solutions-là à travers des organisations ou des associations. Ok. Parce que, comme je l'ai dit tantôt,
Learning All Together, c'est une firme de consultation juridique, mais aussi une instance à travers laquelle on forme les hommes et les femmes sur la question relative à leurs droits et leurs devoirs. OK. Donc, ça permettrait à ces gens de bien voir la réalité du droit à travers le monde et au sein de leur pays. Donc, des discours sociaux sur un sujet bien défini pour pouvoir apporter des solutions concrètes. Quel exemple des sujets? Tu vas parler des conflits armés? Tu vas parler de quoi? Hein? Ben non. En fait, pour le 9, je parlerai de l'identité. OK. Ce sera un discours où je vais me prononcer sur ma vie, sur mes vécus, et ensuite parler de l'identité sous ses aspects généraux, et à la base, comme je l'ai dit, apporter des solutions juridiques. Mais ce qui est intéressant, je vais utiliser un format de Toastmasters international. C'est comme un format à travers lequel tu vas sentir que c'est un discours de motivation. C'est un discours qui inspire. C'est un discours qui te permet de sortir de ta zone de confort et d'accepter la réalité dans laquelle tu évolues et aussi d'accepter qui tu es en vrai. Parce qu'au fil du temps, moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter la personne que je suis et accepter que je ne suis pas parfait, qu'il faut tout simplement prendre les points forts de ma vie et grandir avec ces points forts. OK. Donc, c'est une difficulté que beaucoup de personnes aussi rencontrent dans leur vie. C'est s'accepter comme on est, puis grandir. Et c'est ça l'étape première de toute personne qui veut s'émanciper, qui veut s'épanouir. Parce que si on ne se connaît pas, on donne le droit à autre personne de nous exploiter, de cultiver nos valeurs. Donc, ce sera ça le but de ce discours en réalité. De permettre à quelqu'un de savoir qui vraiment il est et comment il peut prendre son propre envol. Et Ça, c'est très pertinent ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'Université Laval. Hein, et il y a des étudiants qui vont venir et qui vont commencer leur cursus. La plupart des cas, tu rencontres des étudiants qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'objectif, mais qui sont là parce que peut-être que leurs parents, son père est médecin, il vient faire la médecine. Soit c'est par obligation, soit c'est juste pour, je pourrais dire mimétisme, je sais pas, juste pour ressembler à son père, mais de lui-même, cette personne-là, d'elle-même, n'a pas d'objectif vraiment précis. Voilà. Et l'exemple que tu prends, c'est vraiment une anecdote que moi, j'ai vécue en fait. OK. Parce que c'est vrai, mon papa, il a fait le droit. Ah, il voulait aussi que tu sois juriste? Non, il n'a pas voulu ça. Ah, OK. Il n'a pas voulu ça. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Mais moi, dans mon fond intérieur, je ne voulais pas non plus ressembler à mon papa. OK. Non, je ne voulais pas non plus. Et je ne sais pas comment lui, il a influencé là. Jusqu'à là, je me demande est-ce qu'il m'a influencé. Ah, je ne sais pas. Il a prié. Je ne sais pas. Mais quand j'ai fini mes études classiques, qu'on appelle les études secondaires et primaires et tout, j'ai décidé d'étudier les sciences juridiques. OK. Lui, il ne voulait pas. Il voulait que j'apprenne la médecine. Ah, il Donc, voulait avoir un enfant médecin. Oh, mon Dieu. Et surtout, quand j'étais allé faire mes inscriptions, au lieu de mettre sciences juridiques, lui, il était là avec moi, il a coché médecine. Je lui ai dit, mais comment tu veux que moi j'apprenne la médecine alors que jamais de ma vie j'y ai pensé. Et puis, c'était très compliqué. Mais après, il a accepté après 2 ans. Hein. Après 2 ans, il a vraiment accepté que Niger, tu fais le droit. Donc, moi-même, je me sentais vivant à travers la plaidoirie. J'étais toujours porte-parole à la salle de classe. J'étais président à la salle de classe. Donc, j'aimais parler et j'aimais défendre les autres. Je me sentais vraiment vide quand je ne pose pas une action de défense. Donc, à la base, je me suis dit, qu'il le veuille ou non, je le fais. Et j'ai vraiment vécu et avec cette passion en moi qui m'a amené maintenant à faire une maîtrise en droit. Okay. Donc, j'aime et je continue à le faire. C'est pour ça que je veux vraiment faire en sorte que la communication et le droit deviennent des partenaires clés de tout ce que j'ai à faire dans ma vie. Et c'est ça l'objectif vraiment que je vais atteindre le 9 septembre. Donc, faire en sorte que je vous communique le message de l'identité, mais après, apporter des solutions juridiques qui vont vous permettre à vous-même de vous statuer sur votre vie et permettre
à l'État, dans mon pays surtout, d'avoir des solutions qu'il faut et aussi d'autres gouvernements d'utiliser des solutions adéquates pour des situations de conflit, des situations d'identité. Parce qu'un peuple qui a un problème d'identité ou quelqu'un qui a un problème d'identité, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à progresser, à avancer. Parce que tout progrès qu'on va faire, on va le faire dans le vide. Il faut qu'on soit soi-même pour progresser au rythme qu'il faut progresser et pour vraiment atteindre l'excellence. Ok. À travers cet événement aussi, nous aurons l'opportunité de faire un débat ouvert après le discours. Ok. Ouais. Et ensuite, assister à une prestation artistique. Ok. À la fin, nous aurons un moment de réseautage et où on va vraiment goûter un peu de cocktail, discuter ensemble. C'est vraiment un moment, je dirais, crucial pour tous les étudiants en droit et autres disciplines, les professionnels, les professeurs d'université et surtout les Toastmasters. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à cet événement. Ça sera où? Ce serait à Desjardins, en fait. Ce sera à Desjardins. Au pavillon Maurice Maurice Polac, précisément à la salle Hydro-Québec. On commence à 19h et l'événement prendra fin à 21h. D'accord. Ce sera un événement payant. Ce sera vraiment à $30. Ok. Seulement en plus. $30 seulement. Pour apprendre, pour réseauter, c'est moins cher. Cher peuple, c'est moins cher. Et je vous invite à participer massivement à cet événement. Voilà, il faudra juste tirer votre ticket sur le lien Eventbrite. Ok. Allez sur Eventbrite, le discours, vous allez trouver l'événement. Ou bien vous pouvez vous abonner aux pages de Need Your Pod sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et LLC, Learning All Together. Okay. Et je pense que la tribune du peuple aussi aura le lien. Le dimanche, on poste la vidéo le dimanche. On va mettre le lien, en tout cas, dans la description. Super. Donc, vous avez toutes les informations et je vous attends parce que le projet, c'est vrai, c'est un projet que j'ai initié, mais le projet n'aura aucun sens si vous, cher public, et surtout toi, Jean-Luc, vous n'y êtes pas. Je serai là. Je te promets que je serai là. Merci. Je ferai des vidéos aussi. Merci, c'est important. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Mais je ne peux pas te laisser partir. Tu es haïtien. Et on ne va pas entrer en profondeur. Parce que j'aurai bientôt aussi d'autres juristes qui vont passer pour parler de cette situation. Si tu veux aussi, tu peux revenir pour en parler de manière plus approfondie. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, toi, en tant que membre de la diaspora, qu'est-ce que tu penses de cette situation et quel est l'apport de la diaspora haïtienne aujourd'hui dans cette situation? Beaucoup aujourd'hui parlent des conflits armés non internationaux, troubles internes. Moi, je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. On va en parler prochainement. Mais quels sont les regards au fait que tu as par rapport à cette situation? Très sincèrement, depuis longtemps, je me suis senti concerné par cette situation. OK. Premièrement, parce que je suis haïtien. Oui. Deuxièmement, parce que j'ai évolué et j'ai grandi en Haïti. Donc, l'idée de parler de cette situation me rend vraiment impliqué. Oui. Et je pense que la situation d'Haïti, c'est une situation de trouble interne où l'on doit vraiment prendre un temps spécial pour discuter avec les autorités étatiques, discuter aussi avec les autorités internationales pour voir vraiment comment on peut sortir de cette situation. Parce que l'idée, c'est de croire que nous pouvons sortir de cette situation. Et en tant qu'Haïtien, je crois que nous allons sortir de cette situation. Mais là, la diaspora, comment elle peut s'impliquer? Premièrement, quand j'étais en Haïti, je participais à tout ce qui a vraiment un sens pour l'état d'avancement de mon pays. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'instaurer LLC, qui est Learning All Together, pour former les jeunes particulièrement sur l'importance d'être des acteurs sociaux et politiques de leur pays. Donc, l'idée de devenir acteurs sociaux et politiques, c'est l'idée d'apporter vraiment une contribution à la progression et l'épanouissement des individus pour ensuite permettre le développement de son pays. Moi-même, en tant que diaspora actuellement, l'événement que je fais, d'abord, c'est une contribution.
Parce qu'on ne peut pas vouloir prendre la pratique sans la théorie. Il faut des bases écrites pour construire un pays. Donc, l'idée d'apporter des solutions concrètes, écrites, c'est l'idée de permettre à une bonne constitution des entités et surtout à une bonne pratique du droit dans le pays. Parce que, comme je l'ai fait récemment, c'est de discuter sur l'état de droit en Haïti. Est-ce qu'il existe un état de droit en Haïti? C'est d'abord un pas qui nous permet d'évaluer la situation et de voir s'il n'y a pas état de droit en Haïti, comment on peut vraiment atteindre cet objectif, cet idéal. Donc, voilà le but. La diaspora peut aider d'abord en faisant preuve de patriotisme. Il faut d'abord se dire, aucun pays ne peut être développé sans patriote. Il faut qu'on aime son pays, qu'on se dit qu'on va faire des sacrifices pour son pays. Oui. Deuxième facteur, c'est vraiment de concilier la théorie et la pratique. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que moi-même je vais faire? Troisièmement, c'est de faire en sorte que nous focalisons sur le bien-être du pays. Et quatrièmement, que beaucoup de personnes vont dire que je devais mettre en première position, c'est de faire stopper l'insécurité. Parce qu'aucun pays, aucune personne qui ne se sente pas protégée ne peut pas vraiment être en paix et contribuer au développement d'un pays. Donc, c'est cette démarche de sensibilisation que la diaspora peut premièrement faire et ensuite contribuer par d'autres façons dans le développement de notre cher Haïti. Moi-même, je l'ai dit, cette sensibilisation, je le ferai aussi à travers mon discours. Et ce message sera porté vers le gouvernement et beaucoup d'autres acteurs sociaux et politiques. Parce qu'avant tout, on le sait et on le dit, la parole n'a pas de frontières. C'est une source d'émancipation. Et peu importe là où on est, on peut aider dans un développement quelconque. Donc peut-être après, on pourra vraiment parler de ça. Mais je suis certain que beaucoup de personnes comme moi expriment les mêmes intérêts et sont aussi très concernés par la situation. D'accord. Merci à toi en tout cas. Et nous sommes vraiment de cœur avec le peuple haïtien. Espérons que demain sera meilleur. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et c'était pertinent. Surtout quand tu as parlé des parents. Chers parents, il faut discuter, avoir des conversations franches avec vos enfants, les aider à s'améliorer en tout cas. Pas toujours être dictateur. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais, mais des fois, il faut vraiment communiquer et savoir qu'est-ce que votre enfant veut réellement faire. Vous voyez? Pas toujours dire, les obliger à faire certaines choses. Après, ils vont peut-être devenir médiocres dans ça et vous allez dire qu'ils ne sont pas intelligents. Non, ils sont intelligents, mais ils ont d'autres passions. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de la tribune pour le peuple d'aujourd'hui. Rendez-vous chaque mercredi à partir des 14h sur 94.3 FM Radio Chiz et chaque dimanche à la même heure sur YouTube, La Tribune pour le peuple. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages et chaînes La Tribune pour le peuple. Au revoir et rendez-vous au prochain numéro.